Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore avec vous aujourd'hui. Merci à vous de nous écouter sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, je suis particulièrement fébrile et pleine d'admiration pour ma prochaine invitée. C'est une femme qui a eu une brillante carrière dans le monde médical. Son humilité, son sens de l'engagement, son humanisme font d'elle une femme exceptionnelle. J'ai donc l'honneur de recevoir au micro Dr Yvette Boni, pédiatre hématologue qui a réalisé la première greffe osseuse au Québec en 1980. Bonjour, docteur Yvette Boni. Bonjour Marjorie, Oui. merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Vraiment un plaisir et puis un privilège de vous avoir. Premièrement, je dois vous dire, ma recherchiste m'a mentionné que vous ne souhaitez pas vous faire appeler docteur, mais madame. Mais par contre, je devais vous honorer de votre titre au départ, mais je vous promets que la suite sera très conviviale. Merci. Donc, Yvette Boni, vous êtes une sommité dans le monde médical. Vous êtes pédiatre hématologue à la retraite. Vous avez été au service de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous y avez réalisé la première greffe osseuse et vous avez également enseigné à l'Université de Montréal. Mais avant tout ça, Yvette, j'aimerais que l'on retrace votre parcours parce que c'est vraiment fascinant. On était tout de même dans les années 60. Vous étiez jeune, femme et noire. Donc, Yvette, vous êtes d'origine haïtienne, née à Port-au-Prince. Parlez-nous de votre enfance. Alors moi, je suis née en Haïti de parents, tous deux professeurs, ma mère au primaire, mon père au secondaire, au lycée Pétion. Et je suis née dans une famille normale, moyenne en Haïti, pas riche du tout, mais où l'éducation était peut-être l'élément principal. Ma mère avait étudié à un pensionnat, disons, UP de Port-au-Prince. Il y en avait deux pour les filles, Sacré-Cœur et Lalu, qu'on appelle Lalu, qui est le Sainte-Rose de Lima. Alors, ma mère avait étudié à Sainte-Rose de Lima, mes deux sœurs aînées, j'avais pas de frères, et moi, je suis rentrée là. Mais il faut dire que je suis rentrée et j'ai comme passé vite certaines étapes parce que parents de professeurs, ma sœur aînée, professeur aussi, qui avait une grande différence d'âge avec moi, donc ils m'ont vite appris mes lettres, les mots, et à un moment donné, je leur dis, vous dites pas A, B, qu'est-ce que vous dites? Et j'avais appris à lire, à écrire si rapidement que j'avais comme fait ma première année du primaire à la maison, tranquillement. Ceci vers 3-4 ans. OK. Alors, quand je rentre chez les sœurs, à ce moment-là, on appelait ça le cours enfantin 1. J'étais trop avancée pour ce cours-là, donc ils me passent en enfantin 2. Alors, ça fait déjà presque 2 ans de gagné. Alors, je fais mon primaire. Arrivé au primaire, j'ai encore sauté une autre année, de telle sorte qu'à 15 ans, j'avais fait mon baccalauréat deuxième partie, ce qu'on appelle la philosophie en Haïti. Parce qu'on est dans le système français. Français, oui. Français, donc le baccalauréat deuxième partie. Mais depuis l'âge de 6 ans, avec l'éducation, où il me disait qu'il fallait toujours aider les autres, toujours faire de son mieux. Alors, moi, je leur avais dit, parce que je n'ai même pas connu un grand-père qui était docteur Boni. Alors, moi, j'ai dit, bon, aussi, je vais être docteur. Oui. Et petit à petit, en grandissant, je disais, je ne me marierai pas parce que je ne veux pas changer de nom, je veux être docteur Boni comme mon grand-père. Alors ça c'est le début de l'histoire. Oui. 6 ans. Alors à ce moment-là, tout le monde trouve ça magnifique, un enfant de 6 ans qui dit qu'elle va être docteur sans savoir trop ce que c'était. Oui. Juste aider les autres et puis les empêcher de souffrir. C'était ça les deux affaires importantes. Alors, arrivé à 15 ans, là, là, il faut prendre la décision. Et les parents disent que c'est pas une place pour une femme. Oui. À l'époque, à ce moment-là, là, nous sommes dans la fin des années 50, ils disent c'est pas une place pour une femme. Puis deuxièmement, qu'ils n'avaient pas les moyens pour me payer des études de médecine qui, disaient-ils, étaient les instruments, les livres, tout ça, ça coûtait trop cher. Oui. Mais là, pour une fois, je me suis rebellée et j'ai fini par mettre... Alors là, ils m'ont dit, vas-y, et pensant que j'échouerais l'examen d'entrée. D'accord. Alors, on étudiait à 3, on préparait
préparait notre examen d'entrée. On était 3 personnes et les 3, leurs parents leur avaient refusé d'entrer en médecine. Une parce que les parents voulaient qu'elle aille à l'école normale supérieure. L'autre parce qu'ils voulaient un des prêtres haïtiens très, très connus qui est décédé, Ticarl Lévesque. Et moi. Alors, les 3, on ne voulait pas. Alors, on a promis à nos parents, on va étudier. Et puis, si on réussit, on rentre en médecine. Sinon, on va faire ce que vous voulez. Alors, moi, mes parents voulaient que je sois professeur, bien entendu, de l'école normale supérieure. Aussi. Alors, et finalement, ça s'est terminé, que j'ai réussi et je suis rentré en médecine. Mais il faut dire que dès le PCB, c'est l'année prémédicale, physique, chimie, biologie. Oui. Dès le PCB, je pense que j'aurais pas pu changer d'idée tellement eux, ils étaient enthousiasmés et fiers. C'est ça, parce que c'est quand même jeune, à 6 ans déjà, de vouloir... et de jamais changer. Je voulais pas être secrétaire, infirmière, pompier, je voulais être docteur. Et j'ai été guide, et chez les guides, j'étais toujours responsable de l'armoire à pharmacie et puis des premiers soins. OK. Alors, c'était là que j'ai fait mes premiers stages. Oui. Alors, 21 ans, me voilà devenue enfin médecin, après toutes ces péripéties. Oui. Et je fais un stage, je dis que je veux aller en pédiatrie parce que j'aime encore beaucoup les enfants. Oui. Et puis, il y a une grande mortalité infantile en Haïti à cette époque déjà. C'était 30 à 33% de mortalité. Alors, moi, je voulais changer ça. Donc, j'ai fait 1 an de pédiatrie au service de pédiatrie de l'hôpital général comme résident. À ce moment-là, j'ai connu Dr Fouron, un des grands noms haïtiens, mes aînés, qui a été mon chef résident. Et après ça, alors qu'avant moi, tout le monde allait en France pour se perfectionner. Et ensuite, aux États-Unis, on commençait à peine à venir au Canada. Parce que à ce moment-là. J'étais parmi la première cohorte parce que je suis arrivée ici au début des années 60. Oui. Et j'étais peut-être la 3e ou la 4e promotion. Et j'arrive donc à Sainte-Justine. J'ai fêté mes 23 ans ici, déjà à Sainte-Justine. Et je fais toute ma pédiatrie. Oui. Mais là, l'idée, c'est de retourner en Haïti, aider le service de pédiatrie. Donc, je suis étudiante, j'ai un visa d'étudiant et ça progresse. Et là, les difficultés en Haïti, difficultés politiques, économiques, bon, on ne s'arrêtera pas là. Je décide, un petit peu poussé par tout le monde, que il ne faut pas retourner et je dois rester. Mais là, je suis une étudiante et pour professer, il faut être non seulement résident permanent, mais canadien. Oui. Alors, là, je suis perdue. J'ai fini ma pédiatrie. Je ne peux pas passer mes examens parce que je ne suis pas canadienne. Même pour passer les examens, il faut être... Alors, finalement, mon dernier stage avait été le stage en hématologie et puis j'avais beaucoup aimé ça. Et je trouvais que c'était très intéressant de travailler sur le sang. Il y avait un côté laboratoire, un côté diagnostic, pas facile, mais que je pouvais avoir des réponses avec les tests de laboratoire, des réponses rapides. Alors là, j'ai décidé de faire l'hématologie. J'ai fait l'hématologie, c'était un autre 4 ans. Oui. Et j'ai été pour un stage de perfectionnement, un Royal Victoria. Puis, l'hématologie, vous l'avez faite à l'Université de Montréal? Bon, oui, la pédiatrie aussi, c'est l'Université de Montréal, mais les cours à l'université, mais les stages dans les hôpitaux. Alors, j'avais commencé, j'ai fait 1 année à Sainte-Justine et j'ai été terminée à Sainte-Justine, 1 année au Royal Victoria, même si mon anglais est boiteux. Et enfin, j'ai été faire un couronnement de tout ça en France. On est rendu à l'Expo 67. Je suis partie pour la France avant la fermeture de l'Expo 67. Puis pourquoi ce départ vers la France pour perfectionnement au niveau des études? Peut-être toujours pour perfectionner parce que c'est l'hôpital, à ce moment-là, l'hôpital Maisonneuve m'avait fait signe qu'il voulait me garder et c'est obligatoire à Maisonneuve d'aller 1 année en dehors de l'Université de Montréal. D'accord. Ils sont pour aller aux États-Unis ou en Europe. OK. Puis vous avez fait combien de temps en France? Environ 1 an. Un an. Parce que la France est très avancée à cette époque-là. Elle est encore très avancée en hématologie. Okay. Les grands noms de l'hémato sont français. Sont en France. Étaient français. Voilà. Puis vous êtes revenu, alors, vous êtes revenu au Québec. Au Québec. Alors, à ce moment-là, fort mes diplômes, mes examens, mon certificat de citoyenneté, j'ai commencé à travailler en 70. OK, d'accord. Et puis, ce grand rêve de retourner en Haïti pour pratiquer la médecine,
ça s'est terminé. Et pour moi, je peux dire, maintenant, il est terminé. Oui, il est terminé. oui, en effet. Maintenant, là, la page est tournée, mais c'était toujours un rêve d'aller passer. Au moins, au début, c'était, je veux retourner en Haïti pour aider le peuple, le pays, Oui. mais ça n'a pas marché. On sait pourquoi, des problèmes politiques. Après ça, j'ai dit, bon, quand j'aurais terminé ici, à la retraite, je voyais la petite maison au bord de la mer, et puis traiter les gens de la population environnante sans aucune rétribution. Oui. Mais c'est pas facile quand on est un médecin haïtien, j'y allais souvent. Ben oui. Et pour des cours, mais c'est que ils sont méfiants vis-à-vis de... On est un médecin de la diaspora, ils ont toujours peur parce que l'haïtien va me faire plus confiance que eux qui sont sur place, parce que j'ai l'aura de l'étranger. C'est ça. Donc il y a une certaine rivalité une peur de perdre... Une certaine jalousie et de rivalité. Oui. Puis qui perdent leur clientèle parce que le dieu de la médecine venant du Canada ou des États-Unis est allé. Oui. Donc, vous n'avez pas pu réaliser... Puis, avec le tremblement de terre, j'ai même été après le tremblement de terre pour des cours, mais c'était des affaires ponctuelles. C'était toujours ponctuel. OK. Donc, restez avec nous, Yvette Boni. Chères auditrices, auditeurs, nous allons écouter une chanson choisie par Yvette Boni, pédiatre hématologue. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Et si fragile. Et si fragile, et si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va. Et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit une croix. Car la vie fragile. Et si fragile. Et si fragile. Et si fragile. Le temps est là, toujours là, seule justice ici-bas. On est si fragile. Marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile.
Je suis en compagnie de Yvette Boni, pédiatre hématologue à la retraite. Yvette Boni, vous avez embrassé quand même une carrière hors du commun pour votre époque. Vous êtes arrivée ici comme jeune femme noire. J'ai vraiment envie de vous demander comment a été votre accueil au sein de vos collègues qui étaient très masculins, je suppose, à l'époque. Oui, à cette époque-là, les médecins étaient presque tous des hommes. Alors, dès la résidence, là, c'était toujours... Il y avait deux choses à combattre. Le doute. Est-ce que réellement tu peux faire ça? C'était toujours un doute continu, toujours se prouver. Oui. Et le point d'interrogation. Ceci, ça a été pendant la résidence, mais... Peut-être que j'ai un tempérament beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert. Alors, je me suis fait des amis. Et petit à petit, on était comme des frères, là. Et puis, ils étaient comme ébahis que j'avais réalisé ça. Et certains aimaient même s'appuyer sur moi, disant, toi, tu vas régler ça, là. Puis, on a besoin de toi. Ils ont commencé par être considérés comme une petite sœur, j'étais plus jeune. Oui. Ensuite, comme une amie. Ensuite, ça a été une complice. Tout ça, toutes ces étapes-là avant de devenir la collaboratrice avec qui ils pouvaient avoir confiance. Et quand ils ont eu confiance, c'était l'excès contraire. Là. Il fallait avoir mon opinion. Ils me posaient des questions. Ils voulaient avoir des conseils à ce moment-là. Vous étiez maintenant devenue une référence. C'est ça. Ouais. Donc, alors, de là, j'aimerais savoir comment c'est arrivé. On sait que vous avez réalisé la première greffe osseuse au Québec en 1980. Comment c'est arrivé dans votre parcours de professionnel? Oui, moi, je dis toujours avec fierté, c'est pas seulement au Québec, c'est dans l'Est du Canada. Je greffais pour le Nouveau-Brunswick. J'ai même greffé des enfants en Ontario. Alors, et puis ensuite le Québec, bien entendu. Okay. Alors, mais j'ai même eu un patient de Lebel sur Quévillon, dans le Grand Nord, un peu partout. Et puis, comme je dis, il faut faire son nom, il faut faire sa réputation, mais ça a été un peu le fruit du hasard. Quand la greffe de moelle, il y a eu deux époques. Il y a eu l'époque de la première greffe de moelle ancienne, des premières greffes de moelle anciennes. C'était des années 45, Hiroshima, Nagasaki. Alors, les Français, pour revenir aux Français, c'est eux qui ont pensé que les gens qui avaient été détruits, irradiés, on pouvait leur remplacer la moelle. Et ils prenaient n'importe quel volontaire et ils leur donnaient cette moelle-là. Naturellement, ça a été un échec colossal parce qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas les groupes tissulaires. D'accord. Et ensuite, dans le début des années 70, les groupes tissulaires sont décrits et connus. Maintenant qu'on sait que pour greffer une moelle osseuse à quelqu'un, il faut que vous soyez pas du même groupe sanguin, c'est pas nécessaire, mais du même groupe tissulaire. Le groupe des tissus, le groupe des globules blancs. Alors, la première greffe de moelle mondiale a eu lieu à Seattle. Et les deux premiers qui l'ont réalisé, c'est Storb et Thomas, et ils ont eu un prix Nobel pour ça, dans les années 70. Et à ce moment-là, ça a commencé à se populariser, on lisait là-dessus. Et un de mes collègues, qui est un immuno, lui, a dit, on pourrait se lancer, ce serait une pointe d'expertise qu'on fasse la greffe de moelle. Alors tout le monde s'y met, on étudie, mais on est en pleine théorie. Et voilà que par hasard, mais là on est prêt, mais on n'a pas encore, on dit il faut que l'hôpital nous donne l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, et des locaux. Et à un moment donné, un soir, par pur hasard, je terminais tard en général, un technicien de laboratoire me montre la formule sanguine désastreuse d'un enfant, d'un enfant de 13 ans. Et puis, je dis, où est-ce qu'elle est? Je vais aller la voir avant de partir. On dit, non, c'est une patiente externe, elle est donc chez elle. Alors là, j'appelle pour accélérer, j'appelle les parents, puis je leur dis, votre fille est malade, où est-ce qu'elle est? Elle est à son cours de gymnastique. Alors j'ai dit, je l'attends. Quand elle reviendra du cours de gymnastique, elle revient à quelle heure? 8 heures. Ça coupe une soirée, mais j'ai dit, amenez-la moi. Et on me l'a amenée. Et elle, pour sauver cet enfant-là, il y avait une seule façon, c'était une greffe, lui donner une nouvelle moelle. Parce que sa moelle avait été complètement détruite. Et là, on l'a dit, on va l'envoyer à New York, à Boston, parce qu'après Seattle, New York et Boston avaient vite commencé à faire des greffes de moelle. Mais les parents m'ont dit, on n'a pas les moyens, on ne parle pas anglais, on n'a pas les moyens, parce qu'à ce moment-là, il faut que la malade parte, il faut que le donneur ou la donneuse parte, et la mère doit accompagner ses enfants. Tout ça, c'est pas seulement les soins, c'est le séjour de tout ce monde-là. Puis là, on a dit, puisqu'on est prêt théoriquement, pourquoi ne pas mettre la main?
Et c'est ainsi que je leur disais, d'ailleurs, je vais faire la première greffe de moelle. C'est ainsi que j'ai eu cette opportunité. Wow. Cette jeune fille-là a maintenant 53. Elle a été greffée en 80. Oui, 53 ans. Ah oui. Je la vois encore. Ah oui, Ben wow, oui, c'est ça. elle a 2 beaux enfants. On se voit. Oui. Puis ce que j'ai su aussi, elle est revenue comme Elle est travailler. infirmière à Maisonneuve-Rosemont. Ah, Elle est encore infirmière. Elle me parle de retraite déjà. J'ai dit, je comprends pourquoi je vieillis. Là, elle me parle de retraite. Wow. Mais elle me dit, la vie, j'ai tellement lutté pour la vie, je veux en profiter. En profiter, tout à fait. Et à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, comme vous étiez connu et tout ça, on vous surnommait le Patch Adam. Donc, c'est parce que vous étiez tellement auprès des enfants. Puis aussi, j'ai une question. Est-ce que vous avez rencontré Patch Adam? Mais finalement? non, malheureusement. Oui. Ben, c'était surtout dans le sens que j'essayais de guérir. Même, Oui. même les traitements les plus douloureux, je les donnais, moi, en riant, ce qu'on peut faire en pédiatrie, mais surtout avoir un contact et puis un sourire, une plaisanterie avec l'infirmière, avec le personnel. Alors, c'était ça. Alors, il me disait toujours ça, là, que je traite en riant. Ah oui, donc voilà pourquoi on vous surnommait Patch Adams. Patch Adams. Ben oui. Parce que il n'y avait pas encore les clowns de la médecine, alors j'en étais une. Oui. Et puis, je sais que on va parler de l'anémie falciforme, qui est nommée également aussi, que je ne me trompe pas, drépanocytose. C'est le terme français. Voilà. Et puis en anglais, pour ceux qui veulent, sickle cell anemia. Ah, OK, parfait. Donc, ça touche vraiment les personnes de race noire, en majorité. En majorité. Puis c'est ça, j'aimerais. Puis je sais que ça a été un peu votre cheval de bataille. Et puis ce que vous avez fait aussi au niveau de la greffe. Parlez-nous un peu de cette maladie. Ça aussi, là, moi, quand j'ai étudié la médecine en Haïti, on avait un paragraphe, je dirais 5 lignes sur l'anémie falciforme en Haïti. Arrivé ici, c'était les mêmes livres de médecine qu'on avait. C'est une maladie, c'est ce qu'on appelle maintenant une maladie orpheline, inconnue orpheline. Alors moi, j'arrive ici et puis quand il y avait des patients avec l'anémie falciforme, d'abord, je travaillais dans l'est de Montréal où il y a une grande population noire, mais c'est pas seulement les Noirs, les Arabes peuvent l'avoir aussi, les Latino-Américains, et il y en a trouvé chez de rares Italiens probablement, de par leur descendance. Alors là, je leur parlais de l'anémie falciforme et c'est sûr, pour la curiosité, ils disaient, elle s'y intéresse, c'est la maladie de sa race. Mais je leur disais, c'est une maladie sérieuse, une maladie grave avec des conséquences qui peuvent aller jusqu'au décès du patient. Et petit à petit, et une fois, un vendredi soir, j'étais partie, et il y a un enfant qui est arrivé à l'urgence, parce qu'ils font des infections sévères et puis qui peuvent les emporter dans l'espace de quelques heures. Puis quelques heures, c'est facilement 2 heures. On a 2 heures pour faire le diagnostic et pour traiter parce qu'on peut perdre le patient. Alors, c'est ce qui est arrivé ce soir-là. Cet enfant-là était en garderie. Elle a vomi, elle a fait de la fièvre. Sa mère a été la chercher, donc il n'y a pas eu le retard. Elle l'a amené. Et puis, en moins de 2 heures, il était en état désespéré. Alors, naturellement, le lundi matin, 8 heures du matin, j'arrive, je passe la porte. Et puis là, ils m'ont dit, tu vas nous expliquer pourquoi il est décédé, le patient. Je n'étais pas là, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Puis là, c'est la première fois qu'il prenait conscience de la gravité de la maladie et qu'il fallait faire vite. C'était urgent et puis c'était un enfant qui part dans ces conditions-là. Et petit à petit, là, j'ai commencé à donner des cours aux infirmières, aux médecins et ça, là, ils ont compris. Et il faut parler qu'il y a une association de l'anémie falciforme qui est fondée et dirigée par M. Sanon, qui lui aussi a perdu un enfant de l'anémie falciforme. Et c'est comme ça que lui aussi, il a compris que c'était si sérieux parce qu'il en avait une autre qu'il avait. Et tout ce monde s'est mis... Alors là, maintenant, c'est connu, la maladie. On a des plans de traitement, des protocoles de traitement et tout le monde est sensibilisé à cette maladie. Naturellement, il y a encore beaucoup à faire parce qu'il n'y a pas de traitement. C'est des traitements de soutien, mais plus on commence tôt, mieux les gens se portent. Et on a pu, M. Sanon surtout, a pu obtenir, je faisais partie du groupe, du gouvernement, que maintenant, on fasse des tests
à la naissance pour l'enfant. La série des tests qu'on fait en naissant, parce qu'en faisant ça, on peut sauver bien des vies. Oui, oui. Puis, est-ce que la greffe de la moelle osseuse est aussi un traitement Oui, prévu? c'est un des traitements. Moi, j'ai pas eu l'honneur et le plaisir d'en faire parce que moi, nous autres, on traite surtout pour les leucémies, les cancers. Puis, ce que la première greffée a eu, c'est une anémie aplasique. C'est une aplasie de la moelle. Sa moelle ne fonctionnait plus. Mais l'anémie falciforme, on a des gens de 70 ans, 75 ans qui sont vivants. Et la greffe de moelle a des conséquences sévères parfois. Donc, c'est très difficile d'offrir ce traitement. Et bien sûr, il faut que le patient ait un donneur compatible. Ah oui, aussi. C'est-à-dire souvent un frère ou une sœur. Oui. Docteur Boni, moi, je suis vraiment ébahie. Je vous écoute là et puis je suis toute en admiration. C'est mon ancienne vie. Parce que, oui, mais c'est que je vous écoute, mais je me remets dans ces années-là. Et puis, on parle des années 60, 70. Puis, pendant la période de 1980 à 1998, vous avez été responsable à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de l'unité provinciale de transplantation médulaire pédiatrique. Puis, vous avez réalisé toutes les greffes de moelle osseuse de tous ces enfants-là. Pédiatriques. Puis, j'aimerais savoir... avoir une idée, comment était cette période professionnelle? Parce que je vois que encore les femmes se battent encore à faire leurs preuves. Puis on est en 2022, en parlant de cette année. Alors, j'essaie de me projeter dans cette époque-là. Vous étiez déjà responsable de ce département-là. Comment qu'on vous l'a proposé? Vous êtes arrivé? Alors, c'est vrai, mais à cette époque-là, comme on l'a dit au début, j'avais comme déjà fait ma niche, ma bulle. Et j'ai eu cet avantage aussi que je travaillais dans un groupe d'hommes, on l'a dit. Oui. J'étais la seule femme, femme, noire, etc., toute menue. Mais surtout, c'est que j'étais la seule à faire de la pédiatrie. Oui. Et la pédiatrie, c'est pas un enfant, c'est pas un petit adulte. Oui. La médecine pédiatrique, c'est pas la médecine des plus jeunes et puis on va juste diminuer les doses. C'est une autre façon de voir pour la partie médicale, mais pour le contact avec les parents aussi. Quand on soigne un adulte, on a affaire à cet adulte-là. Puis on va parler à quelques membres de la famille. Nous, on a le père, la mère et même maintenant avec les familles séparées, l'autre père, l'autre mère. Et je pense que c'est ce qui est plus accaparant et c'est ce que les autres médecins non pédiatriques n'aimaient pas. Parfait. Alors, ils étaient contents de... Boni, on va revenir après la pause. On doit faire une petite pause. D'accord, avec plaisir. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Je suis de nouveau en compagnie de Yvette Boni, pédiatre hématologue à la retraite. Donc, Yvette Boni, avant la pause, on a parlé un peu de cette responsabilité que vous aviez à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de cette unité. Donc, ce qui fait que vos collègues masculins de l'époque, la direction et tout ça, vous ont fait confiance de par ce que vous avez aussi amené comme expérience, expertise et tout. Donc, ce que j'aimerais savoir, avec tout ça, ce que vous avez, votre parcours exceptionnel, les études, la spécialité, l'enseignement, vous avez pris votre retraite, on le dit, à 75 ans. Quand même, vous êtes encore toute animée. Alors, j'aimerais savoir, avez-vous eu aussi une vie personnelle? Oui, j'ai eu une vie personnelle un petit peu chaoteuse. Oui. Puis d'ailleurs, ma fille, cette fin de semaine, me disait,
comment peux-tu être si bien structurée dans ton travail de médecine et si non, pas nonchalante, là, mais faire ce que je veux, profiter de la vie. Bien sûr. Mais c'est ça, c'est peut-être ce qui m'a tenue. C'est que passer la porte de l'hôpital, là, j'étais plus Yvette Boni, de pédiatre hématologue. Là. Oui. J'étais une jeune, plus une vieille femme qui aimait la vie C'est ça, et qui profitait des moindres temps libres. Ma vie a été aussi chaoteuse du côté de la famille. Parce que moi, j'ai eu un mari, comme je dis, qui a pratiqué toute sa vie l'art d'attendre sa femme. Ah oui. Ouais, oui. Au début, il fallait que je sois là pour... Je pense que lui, comme tout bon Canadien, il soupait tôt. Alors, c'était 5h30, c'était quasi impossible. Ouais. 6h30, et puis à la fin, c'était 7h30. Et parfois, j'étais à l'hôpital à 7h30, puis je l'appelle, je dis, je pars là, peux-tu m'attendre? Ah, alors, ouais. c'était lui, il disait toujours, je suis la femme du docteur Boni. Mais la personne qui a un peu souffert, c'est la fille, parce que son père était toujours présent là quand il fallait l'être. Il rentrait même le midi pour prendre son repas. Donc, de ce côté-là, moi, j'étais calme, mais elle se plaignait. Elle disait que t'aimes plus, il faut être malade pour que tu nous aimes. Là, t'aimes plus à l'adolescence, là, t'aimes plus, t'es malade que moi. Très jalouse de sa mère. Ah oui, ah oui. Très, pendant l'adolescence, ça a été une période dure pour elle. D'ailleurs, période à laquelle je me suis rapprochée de l'hôpital. J'ai habité à 2 minutes et demie à pied de l'hôpital à l'époque du verglas. Ah oui, OK. Mais ça n'a pas été un succès non plus parce que habitant tout près, j'étais encore toujours disponible. Quand il y avait quelque chose de très urgent, mes chers collègues masculins me disaient, on ne peut pas arriver, on habite Boucherville, Laval ou bien que sais-je, là. Pourrais-tu aller pour nous et puis on vient te rejoindre. Alors, j'étais comme la roue de secours. Ouais, je vois. J'ai fait souvent ça, le rôle de roue de secours. C'est ça. Donc, vous avez été mariée, vous avez une fille. Une fille unique. Une fille unique. Est-ce qu'elle a suivi votre trace? Non, non. Mais non, je pensais... J'étais sûre qu'elle n'aime pas la maladie, la souffrance, le sang. Ouais, mais je pense qu'elle n'aurait même pas fait l'effort parce que, justement, elle a encore en arrière d'elle cette petite pensée. Mais elle n'était pas là pour moi, alors je préfère. Alors, elle est traductrice juridique. Ah, d'accord. Donc, elle a à Ottawa, dans d'autres au fédéral. Oui. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez une fille unique. Qu'est-ce que vous avez légué à votre fille en tant de qualité ou de conseil, d'avoir vous brisé le plafond de verre à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle retient de vos conseils? C'est une fille qui est très féministe, nettement plus féministe que moi. Elle est d'une autre époque. Et puis, je pense que ce qu'elle a de plus proche de moi, c'est le souci du travail bien fait. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Ça, je pense que quand je la vois agir, elle dit non, il faut que je finisse et puis j'ai commencé, je ne peux pas lâcher. Oui, Je pense que c'est ce qui est le plus fort, elle, c'est cette volonté de bien faire j'ai donné mon mot, quand je le donne, ça veut dire quelque chose et puis il faut que j'aille jusqu'au bout. Oui. Il y a une question qui me vient en tête, Yvette. On a beaucoup parlé de cette période-là. Est-ce que vous étiez la seule femme médecin à ce moment-là, dans ce groupe-là, où il y avait... Ah oui, quand même. Pendant la première femme qui est arrivée, la greffe était faite depuis bien longtemps. Je ne peux pas donner de date, je ne suis pas bonne dans les dates, mais sûrement dans les années fin 80. Ah oui, elle disait toujours qu'elle était ma petite sœur. C'est une Égyptienne d'ailleurs. On était les deux étrangères. Les autres, c'était des Canadiens mal. Mais je ne peux pas me plaindre parce que j'étais toujours gâtée, chouchoutée. Même les jeunes. Les plus vieux, bon, ils m'avaient suivi et puis ils avaient appris à me connaître, mais les jeunes arrivaient, ce respect et puis je dirais pas cet amour, c'était presque, c'était comme transmis de génération en génération. C'est incroyable, la seule femme noire. La seule femme seule. Ah oui, à cette période-là. Pendant, j'ai sûrement fait plus que 20 ans seule. Ah oui. Oui, plus que 20 ans. Incroyable. J'ai vu, j'ai lu, mais il y en a tellement. J'ai vu la liste de prix que vous avez reçue. Là, c'est une liste interminable. Alors, je veux simplement vous demander dans quelle marque de reconnaissance que vous a vraiment surprise et puis où vous a touché. Alors, je ne dirais pas que j'ai reçu beaucoup de prix, et puis c'est vrai, mais celui qui m'a touché, c'est le prix de reconnaissance
du CMDP, c'est le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de Maisonneuve. Ah C'est un prix qui n'existait pas. OK. Ils l'ont créé, et puis là, je ne voudrais pas vous dire de nom, là, disons au cours des années 90. Oui. Et c'était la première fois qu'ils donnaient. On était 10 finalistes et c'est moi qui l'ai eu. Ça m'a touchée parce que j'ai dit, Maisonneuve, c'est chez moi. Alors, c'était comme mes pères, c'était offert, c'était mes pères qui l'avaient... Alors, c'était... Les autres, c'est des prix des gens qui ont eu des échos, Oui. qui ont eu des échos, mais ça, là, ils m'avaient vu dans mes bons et dans mes meilleurs moments. Voilà. Puis il y avait là encore, j'étais la seule femme, comme d'habitude, là, puis je l'ai eu avec une femme, 9 hommes, 9 locaux, là, de souche, là, j'étais très, très fière. Puis je m'y attendais pas du tout. C'est ça. Le jour où ils l'ont donné, la réunion avait été changée de journée, puis je m'étais engagée à autre chose pour ce jour-là. Puis j'ai dit, je ne serai pas là. Puis la secrétaire du CMDP, là, de ce comité-là, m'a dit, mais vous allez être là? Pourquoi elle y tient tant que ça? Puis finalement, moi, j'ai dit, bon, je vais être là. Je ne serai peut-être pas là jusqu'à la fin, mais je vais être là. Mais c'est parce qu'elle, elle savait. Ah ouais, c'était une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance. De vos ça, parce que c'est comme ça a été un point final. Je vois. J'ai continué à travailler, mais ça a été un couronnement. OK, voilà. Vous avez aussi enseigné à l'Université de Montréal. Qu'est-ce que vous avez enseigné, puis comment que c'est venu à vous, l'enseignement? Ah, ben ça, c'est pas... Ça, je ne pense pas que j'aurais pu ne pas le faire ou bien ne pas pouvoir le faire, mais l'hôpital est un hôpital universitaire. OK. Et la plupart, pas 100%, des médecins sont des professeurs d'université, mais certains ne font qu'à l'hôpital. Oui. Puis moi, quand on était juste 3, là, à cette époque-là, les 2 aînés et moi, quand je suis arrivé, c'était comme normal que je sois à l'université. Alors, j'ai enseigné à l'université de 60... Là, je connais mes dates. De 72 à 2002. Oui. 72 à 2002. Wow! J'enseignais l'hémato. L'hématologie. L'hémato. Tandis qu'à l'hôpital, j'enseignais pédiatrie et hémato. Oui. Ah, mais ça, c'était auprès des étudiants. Là. Alors, j'ai enseigné en 2e année de médecine. En 2e année de médecine, OK. Après, ben c'est ça, vous avez pris la retraite à 75 ans. 75 ans. Puis maintenant, vous vous êtes aussi lancé dans cet engagement social là, qui était déjà en vous dès le départ. J'en faisais déjà, mais à mes heures perdues, c'était comme... Mais là, maintenant, la COVID a mis un frein à ça. Oui. J'étais dans le groupe Cousins-Cousines, qui est un groupe, c'est comme les grands frères et les petits frères. C'était un parrainage entre des aînés, des étudiants d'université ou de cégep avec des jeunes. C'était d'abord haïtien, puis ça c'est devenu ethnique. Oui. Alors, ils s'occupent d'eux. Le petit peut les appeler de temps en temps pour l'aider à ses devoirs. Il peut l'amener à la ronde ou à d'autres. Et puis, c'est l'entraide bénévole Cousin-Cousine qui a été fondée par Mme Brutus. Oui. Et ça, et puis j'étais avec le BCHM, le Bureau de la communauté haïtienne, l'association de l'anémie falciforme. Alors, j'ai un peu... Là, j'ai plus de temps, mais la COVID a comme mis un frein à tout ça. C'est ça. Puis, pour vous, est-ce que c'était une façon de redonner? Parce que je sais que vous aviez le rêve de retourner faire la médecine en Haïti, donc de vous impliquer aussi dans des causes pour des jeunes Haïtiens. Est-ce que c'est une façon pour vous? C'était surtout une façon de redonner, parce que comme je dis toujours aux gens du Québec, j'ai dit, vous ne m'avez pas votre forme. Je suis arrivée avec ma formation, j'étais déjà médecin quand je suis arrivée ici. J'ai dit, ça. je suis un médecin à bon marché, parce que je ne vous ai pas coûté cher, mais au moins c'était une façon de redonner aux jeunes Haïtiens et puis une façon de leur servir de modèle aussi. C'était bien important pour moi parce que quand je rencontre les jeunes Haïtiens, puis les jeunes étrangers en général, noirs, haïtiens, c'est qu'ils disent, c'est pas pour moi. Oui. De toute façon, on ne m'acceptera pas. Alors, c'est surtout leur dire ça et leur dire, si vous voulez, foncez, travaillez, et puis soyez respectueux de vous et des autres, et puis ça va. Si vous devez l'avoir, vous allez l'avoir. C'est surtout ça. Puis donc, alors, vous représentez, vous êtes consciente, un modèle extraordinaire pour ces jeunes-là. Je rencontre aussi, mais ce n'est pas seulement les Haïtiens, je rencontrais des jeunes qui voulaient aller en médecine. Oui. Leur dire, mon mari de France m'avait appelé une fois, puis j'ai asserté, parfois je les rencontre, ils viennent passer une journée avec moi, et puis là, je leur expliquais ce que c'était, voilà ce que je faisais, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est désagréable, mais il faut balancer les deux. Et puis il y en a certains médecins qui sont médecins encore, et puis qui m'appellent leur mentor. Ah oui, ah ben c'est bien. Donc, nous allons écouter une chanson, Femme de la Terre de Rebecca Jean.
toutes celles que tu incarnes, je m'incline devant toi. Ton cœur est un océan au courant doux amer, et dans chaque larme de tendresse et de joie, tu portes l'humanité, femme, tu portes l'humanité. Le ciel et les étoiles sont nés de tes entrailles. Dans ton ventre repose le salut de nos âmes. De ta douceur, tu enveloppes toute la douleur du monde. Et quand tu te donnes, c'est pour notre absolution. Ta force mystérieuse s'étend à l'horizon. Tu fais danser la lune au rythme de tes saisons. Tu es le poteau central, celui qui tient l'équilibre. Ton amour est sans faille, oui ton amour délivre. Pour toutes celles que tu incarnes, je m'incline devant toi. Ton cœur est un océan au courant doux amer, et dans chaque larme de tendresse et de joie, tu portes l'humanité, femme, tu portes l'humanité. Tu as forgé la clé des portails de l'univers. Tu détiens l'antidote pour sauver le genre humain. Et si Dieu était un homme, il serait une femme. C'est toi qui es la somme de l'équation vitale. Oh, pour toutes celles que tu incarnes, je m'incline devant toi. Ton cœur est un océan au courant doux amer, et dans chaque larme de tendresse et de joie, tu portes l'humanité, femme, tu portes l'humanité, oui tu portes l'humanité, femme, tu portes l'humanité, Femme de la terre, femme, tu portes la lumière, femme, femme de la terre, femme, reçois l'amour que tu sèmes, femme de la terre, femme, tu portes la lumière, femme de la terre, femme, reçois l'amour que tu sèmes, femme de la terre, femme, tu portes la lumière, femme de la terre, reçois l'amour que tu sèmes. Nous voilà de retour avec l'exceptionnelle, la dynamique Yvette Boni, pédiatre et hématologue à la retraite. Yvette Boni, vous avez obtenu 2 audiences avec le pape. C'est encore incroyable. Puis j'aimerais savoir quelle place a la foi ou la spiritualité dans votre vie. Alors, moi, la Ibécoise, pour faire suite à la chanson, alors, c'est ça, c'est ma vie, comme je dis, là, je ne peux pas planifier, dire tel jour, je vais faire telle affaire, puis ça va être magnifique, je vais avoir un prix. Oui. C'est ma vie, je laissais la vie me mener où elle voulait. Ça, c'est déjà dans ma spiritualité, dans ma façon de penser. Alors, en faisant des greffes de moelle, à un moment donné, il y a un jeune homme qui était très, très, très malade, référé de Sainte-Justine, qui était haut comme 3 pommes. Il avait l'air de 2 ans, puis il en avait 5 ou 7. Puis tout le monde savait, les parents savaient que c'était fini, mais avec la greffe de moelle, on savait qu'on pouvait lui donner une chance. Puis les gens me disaient désespérés. Finalement, j'ai dit, s'il y a une chance à lui donner, une vie humaine n'a pas de prix. Et puis, je vais m'y mettre corps et âme.
Et cet enfant-là a été, ça n'a pas été bien, ça a été laborieux pour l'enfant, la famille, pour moi, mais finalement, il s'en est sorti. Et quand tout s'est bien passé et que j'étais toute fière de moi, les parents me disent, vous savez, pendant tout ce temps-là, toute la famille priait Mère Diouville. La première, c'est Mère Diouville. Alors, j'ai dit, elle me dit, êtes-vous choquée? Mais j'ai dit, non, du tout, je suis croyante. Et puis, j'ai dit, je ne suis pas dire que je suis pratiquante, là, et à 100%, pas comme ma mère et mes ancêtres. Oui. Mais je suis croyante et pratiquante, je dirais, dans les circonstances. Alors, je leur ai dit, alors là, ils m'ont dit, si ça ne vous choque pas, ce sont les sœurs de la Providence qui s'en occupent. Les sœurs seraient prêtes à vous rencontrer. Et par-dessus tout mon travail, ça a été préparer le dossier du miracle. OK. Puis là, j'ai dit, moi, j'écrirai jamais que c'est un miracle. Premièrement, je dis, je crois. Mais le miracle, là, c'est toujours en 2000. On était probablement dans les années 90, à peu près. Alors, j'ai dit, deuxièmement, le Collège des médecins va me taper sur les doigts. Ouais. Alors, finalement, la brique a été faite, là, et les sœurs, et puis là, les archevêques m'appelaient. En tout cas, j'ai eu tous les contacts qu'il fallait. Et ça a été accepté comme miracle pour la canonisation de Mère Diouville. Ah oui. Et puis avec les sœurs, j'ai été mêlée à tout ça. Et j'ai été, avec mon mari d'ailleurs, à la canonisation. Je disais, c'est pas un jour de gloire pour moi, là, parce que j'ai dit, je pensais que c'était moi qui l'avais soigné, qui l'avais guéri, mais vous me dites que c'est Sœur Diouville. Bon, Alors, à ce moment-là, j'ai rencontré le pape Jean-Paul II, qui m'a même demandé, vous êtes québécoise, de quelle origine? Canadienne, de quelle origine? Il m'avait dit. Je lui ai dit haïtienne, il revenait à peine d'Haïti à ce moment-là, tout heureux. À ce moment-là, il était encore tout. Alors, ça a été la première. Alors, la réputation se fait vite. Deuxième patient quelques années plus tard, qui lui, il a été greffé. Donc, on lui a dit, quand on greffe, on détruit la moelle, la personne malade complètement, de telle sorte que si on ne lui donne pas une nouvelle moelle, c'est la fin. Il n'y a plus de moelle, plus de globules blancs, plus de globules rouges, plus de sang. Alors, ça se fait, mais à ce moment-là, lui, il n'avait pas de donneur. Et frères et sœurs. Et ça, c'était pas un essai que je faisais, c'était un essai qui avait été fait dans la littérature. On a essayé avec la mère. Et le jeune homme a rejeté la greffe. Donc, il est revenu, pas de greffe. Et la mère, pendant le prélèvement de la greffe, avait eu des troubles cardiaques. Son rythme cardiaque avait ralenti au point tel que l'anesthésiste avait eu peur de la perdre. Alors, c'était pas question de l'endormir pour reprendre sa greffe. Alors, on a dit, bon, on va faire un traitement de support aux jeunes, mais un traitement de support laborieux. Je pense qu'il est resté à peu près 200 jours à l'hôpital. Ah oui. Et il s'en est sorti. Ah oui. Alors, maintenant, la science a évolué. On sait que quand on pense avoir détruit toute la moelle, s'il reste une cellule, elle pourrait reprendre. Mais non seulement la moelle a repris, mais il n'y avait plus de leucémie. C'était un leucémie. Alors là, nouveau miracle, nouvelle. Et cette fois-là, le pape, je l'ai vu, je ne l'ai pas rencontré. Il était beaucoup trop malade à ce moment-là. C'était au moment de son Parkinson. Et là aussi, j'ai été à Rome. Cette fois-là, c'était la béatification. C'est Émilie Gamelin. Oui. Émilie Gamelin. Alors, c'est comme ça. Alors là, de toute façon, moi, je dis toujours... Je suis croyante et puis ça fait partie de la vie. C'est bien important dans la vie. C'est bien beau de l'avoir de l'éthique et puis de la déontologie, mais c'est bien d'avoir cette force supérieure que certains vont appeler Dieu, que d'autres vont appeler comme ils veulent, qui te guide, qui te dit à un moment donné, non, tu ne vas pas là, ou bien ça ne se fait pas. Alors, moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas Monsieur Ryan, mais j'étais comme la main de Dieu. J'ai dit, quand je fais quelque chose, je pense qu'il y a cette force supérieure, appelez-la Dieu si vous voulez, qui me guide. Parce que parfois, j'arrive devant un geste à poser, puis je dis, oh, non, ça, je ne vais pas là, je ne le ferai pas. Puis parfois, je dis, je vais le faire quand même. On va dire que j'ai une tête dure, mais c'est comme je suis guidée. Guidée aussi, guidée. Puis quelle serait votre philosophie de vie actuelle? Quelle philosophie de vie vous avez? Eh bien, là, je suis... Autrefois, c'était me battre pour ça. Maintenant, c'est chaque matin, je suis encore là. Merci, mon Dieu, parce que je suis croyante. Et puis, cette vie-là, elle va être pleine pour les autres et puis pleine pour moi aussi. Que ça soit agréable pour les autres et pour moi. Faire plaisir aux autres, donc ça va me faire plaisir. Plaisir à vous aussi.
Puis, à l'époque, vous étiez, je pense que ça reste toujours, un modèle pour la communauté scientifique. Est-ce que vous aviez un modèle à ce moment-là ou lorsque vous avez décidé de devenir médecin, lorsque vous étiez dans votre parcours professionnel, est-ce que vous aviez un modèle Moi, quand j'ai été à Sainte-Justine, quand je suis arrivée, il y avait une Roumaine. Elle a travaillé plus loin que moi. Elle avait presque 90. Je la voyais encore aller à Sainte-Justine. Ah oui, OK. Mais c'était Dr Gloria Gélieu. OK. C'est ça, c'est une dame, elle, par exemple, elle ne croit ni en Dieu ni en diable, mais c'était une dame sur laquelle on pouvait compter au point de vue de son dévouement, au point de vue de sa compétence d'ailleurs, ses connaissances, et puis au point de vue de son dévouement, elle avait une belle philosophie de vie que j'aimais bien. OK, donc elle était... Parmi dans le milieu scientifique, c'est elle qui, parmi mes patrons, c'est peut-être elle qui m'a le plus frappé. OK, service. Très proche de l'immigrante que j'étais à ce moment-là. Oui, quand je suis arrivée, elle était immigrante aussi. Puis elle me disait, moi, je suis passée par là. Tu peux, Yvette, tu peux. Ça, elle me donnait cette confiance en moi. Ah, il y avait de beaux moments. Je la voyais encore, et puis ça fait quelques années que je l'ai vue. Ah ouais. Yvette Boni, est-ce qu'avec tout ce parcours riche, est-ce qu'il y a encore certaines choses que vous auriez aimé réaliser ou que vous avez encore envie de réaliser? Ou des rêves aussi, je peux dire des rêves inachevés. Les rêves inachevés, là, j'en ai sûrement dans le domaine médical, sûrement, mais je pense, là, c'est peut-être orgueilleux de dire ça, que j'ai passé le flambeau. Oui. Chaque fois que je vois quelque chose de nouveau, qu'est-ce que je faisais, et puis qui n'est plus la mode, parce que la médecine, il y a des modes en médecine, là, des tendances. C'est ça. Alors, je dis, on ne fait plus ça, mais c'est tellement mieux ce qu'ils font, et je suis encore très attachée à connaître les nouveautés en médecine. Et puis, dans ma vie personnelle, j'ai essayé de faire plaisir à ma fille. Comme il ne faut pas qu'elle entende ça. J'aurais aimé être grand-mère, mais elle ne veut pas avoir d'enfants. Alors, mais mon mari avait d'autres enfants, alors j'ai les petits-enfants, les autres petits-enfants de la famille. C'est ça. Et puis, pendant votre parcours professionnel, vous avez été gâtée aussi parce que vous étiez pédiatre. J'ai été entourée d'enfants avec qui j'ai encore des contacts certains. Là. C'est ça, oui. Puis, est-ce que... on parlait de rêve. Ce serait quoi un message que vous laisseriez aux jeunes femmes qui veulent maintenant, qui voudraient avoir un parcours aussi exceptionnel que le vôtre, aller dans des zones peut-être plus atypiques? Et ça brisait le plafond de verre. Oui. Moi, je dis toujours, il faut être réaliste. On va commencer par être réaliste. Si tu dis, je suis pas bonne en maths, ça ne c'est pas d'être l'actuaire de l'année, ni si tu n'es pas bonne en finance, de dire que tu vas diriger des jardins, mais vouloir, c'est pouvoir. Quand tu as la possibilité et que tu peux, il ne faut pas que c'est toi qui dises, non, que c'est trop difficile, non, que je ne pourrai pas, ou bien que les autres me donnent pas ma chance. Il faut faire sa chance, je pense. Il faut la provoquer, sa chance. Il faut la provoquer. Lorsqu'on parlait tout à l'heure, vous avez mentionné que vous payez encore vos cotisations professionnelles. C'est quoi ce besoin de poursuivre là-dedans, de payer les cotisations? Non, c'est pas. Quand j'ai arrêté, j'ai dit je vais continuer. C'était pour pouvoir aider ma famille, les amis, une petite prescription. C'était ça mon but. Parfait. Complètement raté parce que le collège, il dit si vous faites une prescription pour votre meilleur ami, votre fille, votre tante, peu importe, il faut que vous ayez des pleines assurances. Il y a pas de, ils disent que quelle que soit la personne, si votre prescription la guérit, mais si elle fait une complication, si elle va conduire et puis qu'elle se fait rentrer dedans parce qu'elle a pris un médicament, elle peut toujours retourner contre vous. En ce moment, c'est les pleines assurances et nos assurances, c'est gigantesque, c'est une somme fantastique. Alors j'ai dit non. Alors là, je suis revenu sur le plancher des vaches. Je me fais prescrire même moi-même quand j'ai besoin parce que j'ai encore les contacts. Mais j'ai dit c'est une espèce d'honnêteté intellectuelle. Là, je peux venir et me faire appeler Dr Boni. J'aime pas ça qu'on m'appelle comme ça parce que je pense que c'est le passé. Puis ça fait un peu... Ça fait un peu fastueux, là, orgueilleux, parce que les avocats, les professeurs, les ingénieurs, on les appelle monsieur ou madame. Mais j'ai dit comme ça, je me sens pas, comment je dirais ça, là... Et quand on dit qu'on fait quelque chose et puis qu'on ne l'est plus, là. Et ça, alors, moi, j'ai encore droit au titre. Je suis un docteur inactif. Inactif en médecine, mais actif ailleurs. À la retraite. Alors, il nous reste quelques minutes pour clore cette belle entrevue.
J'ai envie de vous demander, Yvette, vous êtes arrivée, vous êtes dynamique, vous avez cette joie de vivre, cette passion, vous êtes élégante. J'essaye de voir comment vous arrivez encore à avoir tout ce, cette énergie. Je pense que l'énergie, c'est peut-être ma santé qui est encore bonne à Oui, mon âge, ça oui. c'est beaucoup, mais c'est l'amour de la vie. C'est l'amour de la vie. Hein. L'amour de la Oui. vie. Là, moi, le jour où je vais fermer mes yeux, je dirai pas, je dirai, j'ai vécu, j'ai bien vécu et j'ai aimé vivre. Wow! Ah, sur ces belles paroles, merci et je le dis encore, docteur Yvette Boni, pédiatre, hématologue à la retraite. Merci vraiment d'avoir pris le temps, mais de venir en studio pour nous partager votre parcours qui est d'une richesse incroyable et qui laisse sans aucun doute un message fort d'espoir pour nos jeunes. Et sur une note plus personnelle, étant moi-même d'origine haïtienne, vous me laissez avec une belle fierté. Donc, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous aussi, pour être un modèle pour la communauté haïtienne. Merci Yvette. Merci beaucoup Marjorie, c'est un honneur et un plaisir pour moi et puis au revoir à tous les auditeurs. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous pour d'autres découvertes.